Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Master Mag réalisée par les étudiants du Master 1 Journalisme de l'Université catholique de Lille. Bonjour Laura. Bonjour Éléonore. Alors dites-nous, quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui? Un sujet assez important dans un monde où nous nous tournons plus vers l'avenir que le passé, les enfants. Oui, alors beau sujet les enfants, car les jeunes d'aujourd'hui sont les futurs grands hommes de demain. Et il me semble qu'ils ont des droits depuis la Déclaration de Genève en 1924. C'est bien ça, depuis la Première Guerre mondiale, la France a décidé que chaque enfant possédait des droits et ceux-ci ont été reconnus grâce à l'ONU à partir de 1959. Oui, mais malheureusement, ces droits sont souvent bafoués. Alors revenons sur ces droits, agrémentés de quelques citations d'auteurs et de philosophes célèbres, défenseurs des enfants. Un enfant a le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination. Il est impardonnable de traiter une créature sans défense, surtout un enfant. Dostoïevski. Un enfant a le droit à un nom et une nationalité. En dehors de l'enfance et de l'oubli, il n'y a que la grâce qui puisse vous consoler d'exister. UNESCO. Un enfant a le droit à une alimentation suffisante et saine. Qui fait l'enfant le doit nourrir. Antoine Loisel. Un enfant a le droit d'être soigné. La perte d'un enfant est une plaie qui ne cicatrise jamais. Marc Lévy. Un enfant a le droit à l'éducation. Tout enfant est dans une certaine mesure un génie, et tout génie est en quelque façon un enfant. Schopenhauer. Un enfant a le droit d'être logé, que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. Claude Nougaro. Un enfant a le droit de jouer, rire et rêver. L'enfant, c'est tout. Il est l'avenir, il est l'espoir. Jules Claretti. Un enfant a le droit d'être entendu et de s'exprimer. Tout enfant qui naît est un dieu qui se fait homme. Simone de Beauvoir. Un enfant a le droit d'être protégé de la violence et de l'exploitation. Qui a le droit de faire ça à des enfants? Patrick Bruel. Dans cette édition spéciale, nous allons parler d'associations comme l'UNICEF ou l'Association catholique des enfants ACE, mais aussi de ce que savent les consommateurs de l'exploitation des enfants dans la production de cacao. Nous parlerons aussi de la maltraitance des enfants en France et du débat polémique sur la fessée. Après chaque reportage, nous recevrons l'un des réalisateurs pour un petit débriefing. Tout de suite, une infographie résumant les droits des enfants réalisée par Florian, Adrien et Antoine. Un enfant est mort de faim, et c'est ainsi dans le monde toutes les 5 secondes. Ce rythme effrayant remet en perspective l'efficacité des luttes pour les droits de l'enfant. Pourtant, ce combat ne date pas d'hier. En France, l'un des premiers à éveiller les consciences au milieu du 19e siècle fut Victor Hugo, notamment grâce à son fameux poème Mélancolia. Il faudra attendre le 26 septembre 1924 pour que la Société des Nations adopte la Déclaration de Genève. Inspirée des travaux du médecin Janusz Korczak, cette déclaration reconnaît pour la première fois des droits spécifiques aux enfants. En 1953, c'est la naissance de l'UNICEF. Dotée d'un mandat international, elle a pour vocation de défendre l'amélioration et la promotion de la condition des enfants. Le 20 novembre 1959, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration des droits de l'enfant. Bien que ce texte n'ait aucune valeur contraignante, il ouvre la voie à une reconnaissance juridique universelle de l'enfant et en fait un véritable sujet de droit. L'année 1979 est proclamée par les Nations unies année internationale de l'enfant. 1979 marque une véritable prise de conscience. L'année 89 est véritablement historique, puisqu'elle voit l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce texte, adopté à l'unanimité par les Nations unies, énonce les droits civils, économiques, sociaux et culturels de l'enfant. Les États-Unis est le seul pays à ne pas avoir ratifié cette convention. Mais qu'en est-il du pays des droits de l'homme ? Voici quelques chiffres concernant la France, dévoilés par une étude de l'UNICEF. Un enfant sur 5 vivrait sous le seuil de pauvreté. Mais ce n'est pas tout. 2 enfants en moyenne mourraient chaque jour sous les coups de leurs parents. Enfin, les enfants sont les principales victimes des abus sexuels, qui débutent avant leurs 18 ans, dans 81% des cas. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. Alors Florian, explique-nous pourquoi avoir choisi de réaliser une infographie sur ces chiffres plutôt alarmants. Alors justement parce que c'est des chiffres alarmants, il y a encore beaucoup de scandales dans le monde, donc on a voulu justement explorer un peu la chronologie des droits de l'enfant. Malgré les conventions et les lois qui ont été souvent signées, il y a encore énormément de scandales avec les droits d'enfants dans le monde. Oui, on a vu ça. Et sinon, d'ailleurs, tu as d'autres précisions à nous donner concernant les droits de l'enfant? On va parler un petit peu du terrain. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. C'est surtout les associations qui font le travail sur le terrain. Par exemple, l'UNICEF qui a récemment en Centrafrique libéré 23 enfants soldats. Donc clairement, c'est les associations qui sont le plus actives sur le terrain, malgré beaucoup de lois et conventions qui, malheureusement, on n'a pas vraiment d'effet sur le terrain, quoi. On ne voit pas vraiment les effets, tout simplement. Merci Florian, et on Merci enchaîne beaucoup. tout de suite avec un reportage sur l'UNICEF Nord, justement, réalisé par Victor, Julie et Valentine. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant est adoptée à l'unanimité par l'ONU. Elle vise à assurer les conditions de la survie et du développement des enfants. Reconnus comme des êtres à part entière, ils sont aujourd'hui des millions à jouir des droits fondamentaux.
Droit à la santé, à l'éducation ou à une protection spéciale, les États signataires s'engagent ainsi à défendre et à garantir ces droits. Oui, c'est en quelque sorte la Bible de l'UNICEF, la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la signature effectivement a eu lieu le 20 novembre 1989 et qui tous les ans est commémorée partout dans le monde, dans toutes les municipalités, les écoles, un peu partout, quoi. Voilà, il y a 10 droits principaux, voilà. Parmi tous les autres, bien sûr. Le droit, très important, le droit de ne pas travailler, le droit de ne pas faire la guerre également, parce que dans le monde, il y a encore 300 à 400 000 enfants qui font la guerre, qui sont enrôlés, et il y a encore 150 millions d'enfants qui travaillent dans des conditions abominables. L'UNICEF est organisé de la façon suivante. Donc le siège est à New York, il y a 100 000 bénévoles dans le monde, il y a un siège, entre autres, il y a un siège décentralisé qui se trouve à Genève pour l'Europe. La mobilisation des jeunes est l'une des actions prioritaires du comité Nord de l'UNICEF. Ce dernier les aide, les conseille et les soutient dans les actions mises en place. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'UNICEF Nord. Les actions tout au long de l'année visent à sensibiliser les milieux scolaires et les étudiants à la cause des enfants du monde. Dans le département du Nord, il y a environ 200 jeunes, donc collégiens, lycéens et étudiants de fac, qui nous ont rejoints. En France, son rôle à l'UNICEF, c'est un rôle de vigilance, de surveillance et d'alerte des pouvoirs publics dès qu'on constate quelque chose. Et ça se fait très régulièrement. Les villes amies des enfants sont toutes les municipalités engagées dans la diffusion et le respect des droits des enfants. Lille, Templemar ou encore Marc-en-Barœul font partie de ces villes du Nord à organiser des actions innovantes pour les enfants tout au long de l'année. Le dossier que les municipalités avaient à remplir si elles voulaient renouveler leur titre était un dossier très compliqué parce que l'UNICEF à l'international avait estimé qu'on ne pouvait pas juger le bien-être de l'enfant que sur le bien-être dans la ville et puis la bonne éducation. Il y avait plein d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Bonjour Victor. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour Eleonore. Alors on a pu voir ce clip des United Kids United, voilà. Merci. Mais concrètement, quelles sont les actions de l'UNICEF Nord ? Alors c'est vrai que l'UNICEF Nord, l'UNICEF est une organisation mondiale, avec le siège à l'ONU, comme on l'a vu, à New York, comme on l'a vu dans le reportage. Alors effectivement, les missions sont totalement différentes d'un pays à l'autre. La France, il faut le reconnaître, n'est pas un pays du tiers-monde, on n'est pas en Asie ou en Afrique, donc les missions sont totalement différentes. Ici, par exemple, on ne va pas donner de la nourriture aux enfants, on ne va pas construire d'écoles ou autre. La principale mission de l'UNICEF Nord, c'est la sensibilisation. Donc la sensibilisation passe par les collèges, par les lycées, par les universités. Et c'est là la petite particularité que donc, le président nous a expliqué, c'est que c'est vraiment les élèves et les étudiants qui vont vers l'UNICEF pour demander des sensibilisations, créer des pôles. Par exemple, à l'ESPOL, il y a un pôle UNICEF qui est créé avec des activités et surtout voilà, donc, de la sensibilisation. C'est le cœur de l'activité de l'UNICEF Nord. Mais du coup, pardon, excuse-moi, mais ils ne partent pas du tout dans les autres pays. Ah non, voilà. En fait, l'UNICEF est divisé en 36 comités nationaux et ensuite sous-divisé en comités régionaux. Donc le comité du Nord s'occupe principalement de la sensibilisation, alors qu'un comité d'UNICEF dans un pays plus sous-développé s'occupera de missions plus primaires, c'est-à-dire l'accès à l'eau, la guerre, etc. Donc du coup, en France, on peut facilement adhérer à cette association, et plus particulièrement dans le Nord, et si oui, comment du coup ? Alors oui, c'est très facile, il y a plusieurs solutions. La première, la plus évidente, c'est d'aller sur le site UNICEF et de remplir un petit papier d'adhésion en y joignant un chèque d'une valeur différente en fonction de vos moyens. Ensuite, vous pouvez directement aller au local, leur demander quelles activités ils ont, parce qu'ils ont souvent besoin de bénévoles, surtout durant la fin de l'année. De septembre à mars à peu près, ils appellent ça leur campagne. C'est le moment où ils récoltent les fonds pour les actions à venir. Et enfin, pour soutenir la façon la plus aussi facile, c'est un don, tout simplement, déductible d'impôts. Et donc des dons d'une valeur mensuelle ou ponctuelle, à vous de voir. D'accord. Merci Victor. Donc n'oubliez pas les dons pour l'UNICEF, mais surtout, on se pose souvent la question d'où vient le chocolat ? Comment arrive-t-il en France ? Et surtout, comment nos bonbons préférés sont-ils fabriqués ? Mais savons-nous vraiment répondre à ces questions ? C'est ce que Julie, Camille et Camille ont voulu savoir. Elles sont parties à la rencontre des Lillois. Regardez. Entre 300 000 et 1 million, c'est le nombre d'enfants qui travailleraient occasionnellement ou de manière forcée dans le cacao ivoirien, selon la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao. Certains grands producteurs comme Nestlé ont récemment été accusés d'utiliser des enfants dans les plantations, cacao qui finira ironiquement dans la bouche d'autres petits-enfants. Cette exploitation infantile est-elle connue des consommateurs ? C'est ce que nous avons voulu savoir. Armés d'un paquet de bonbons chocolatés, ils nous ont donné leur point de vue. Vous pouvez me dire quel goût ça a pour vous ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors au niveau goût, moi, cacahuète chocolat. Ça rappelle des souvenirs. L'enfance. La joie.
Ouais, les anniversaires, les enfants. D'accord. Mais est-ce que vous savez que la plupart des grands distributeurs de cacao utilisent des enfants pour produire le cacao qui sont dans ces friandises? Pour ces produits-là, comme malheureusement pour beaucoup d'autres, je pense, ouais. Bon, voilà, j'en ai pas conscience quotidiennement quand j'achète des produits. Les fringues qu'on porte, les jouets qu'on a quand on va dans un restaurant, bah ouais, on sait que c'est des gamins qui les produisent. C'est pas normal, parce que les enfants, ils peuvent pas jouer, pour pas passer du temps avec ses parents. Bah, ça me choque. Ils vont pas apprendre et du coup, peut-être qu'ils n'ont pas de travail. Moi qui suis ouest africain, c'est-à-dire je suis guinéen, c'est-à-dire que je suis dans la sous-région qui fabrique le cacao, notamment la Côte d'Ivoire. Voilà, pour moi c'était un métier d'adulte. Et voilà, donc je ne savais pas, donc je l'apprends aujourd'hui. Maintenant que vous le savez, est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre manière de consommer ces produits, ou à votre échelle vous pensez que vous pouvez pas faire grand-chose? Je suis assez branché produits bio, donc j'essaye dans la majeure partie du temps d'essayer d'acheter en fonction de mes convictions, mais bon. Oui, si je sais, je favoriserais un chocolat qui n'a pas utilisé cette filière, quoi. Quand on va dans les magasins, on ne connaît pas la source. Donc ça manque d'informations peut-être dans les magasins, c'est peut-être ça. Après c'est dur de se dire je vais me priver de tout ça. Comment vous pensez qu'on peut peut-être apporter une solution à ce problème? Il faudrait que ceux qui n'utilisent pas d'enfants se démarquent en le disant à l'achat. Comme ça, on irait vers eux, forcément. Ça me dépasse. Ça me paraît trop gros pour pouvoir faire quelque chose individuellement. Fondamentalement, faire travailler un enfant, oui, je suis, enfin, j'ai même pas besoin de dire que je suis contre, quoi. Voilà, ça va de soi. Souvent impayés, sans aucune éducation parallèle et dans des conditions de travail dangereuses, nombreux sont les enfants asservis dans la filière du cacao, une situation encore inconnue par de nombreux consommateurs. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Bonjour Éléonore, bonjour Laura. Alors Camille, dites-nous, est-ce que les Lillois étaient vraiment au courant de l'exploitation des enfants dans les champs de cacao? Bah vraiment au courant, non, pas vraiment. On a eu des réactions assez mitigées, c'est-à-dire qu'il y avait quand même la majorité des personnes qui en avaient entendu parler, qui avaient par exemple peut-être vu un reportage sur le sujet, et d'autres personnes, en priorité les jeunes, les enfants, ne savaient pas. On a justement eu un petit garçon qui avait peut-être 11-12 ans et qui est revenu nous voir après. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des enfants qui sont exploités pour faire du chocolat. Et il était choqué. Mais après, on voit que les gens en ont quand même conscience. Mais c'est comme pour les habits, quoi. On en a conscience, mais on en achète quand même. Oui. Du coup, est-ce que vous culpabilisez maintenant d'être un petit peu gourmande, maintenant que vous savez tout ça? Bah, c'est vrai que ça laisse un petit arrière-goût d'exploitation des enfants. Mais après, c'est comme pour les habits. Voilà, c'est vrai que on culpabilise, mais d'un côté, c'est dur aussi de trouver d'autres solutions à notre échelle ou de commencer par exemple à acheter bio. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens de payer une tablette de chocolat à 4 € quand on peut en avoir à 1 € sur le marché d'Oisem, par exemple. Donc c'est aussi compliqué. Enfin, certes, je ressens une certaine culpabilité, mais ça reste aussi assez lointain, quoi. Oui, c'est sûr. C'est pas comme ça que ça se passe en France. Merci Camille. Maintenant, on va vous présenter une seconde association, le portrait de l'ACE, l'Association catholique des enfants, réalisé par Gaspard et Marine. Rue de la Monnaie à Lille se trouve l'ACE, l'Action catholique des enfants. Cette association catholique d'éducation populaire rassemble les enfants de 6 à 15 ans, quelle que soit leur culture, leur milieu social ou leur religion. Pour nous parler des actions mises en place par l'ACE auprès des enfants, nous avons rencontré Anne Drieux, responsable de l'association lilloise. Le but premier, c'est de laisser la place à l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui décide ce qu'il aura envie de faire pendant le club et nous, on dispose en fait. Il y a aussi, tous les ans, on organise des élections, d'abord régionales, donc pour le diocèse d'Arras, Lille et Cambrai, où on élit un jeune qui va aller ensuite à Paris, à l'AG national de l'ACE, et c'est lui qui décide du thème d'année de l'année suivante. Et donc l'année prochaine, il y a le CIDE, le Comité international des droits de l'enfant, qui se réunit à Genève, et la France est auditionnée dans le cadre des droits de l'enfant. Est-ce que vous avez un avis sur le respect des droits de l'enfant ou la situation française des droits de l'enfant, ou plus particulièrement dans la région, ou en tout cas l'œil que vous avez ici à Lille? Alors du coup, je vais parler à mon nom propre. Je pense que la France a encore beaucoup de travail à faire au niveau des droits de l'enfant, ne serait-ce que par l'éducation nationale. Je pense qu'elle n'est pas du tout adaptée à, on va dire, au moins la moitié des enfants.
Et que si on ouvrait d'autres écoles avec des pédagogies alternatives, je pense qu'il y aurait moins d'échecs scolaires, il y aurait moins de jeunes qui décrochent. Juste rien que ça, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Comme le dit Léa, 9 ans, l'ACE, c'est quand on s'en met tous ensemble pour bâtir quelque chose. Bonjour. Alors du coup, cette association, est-ce qu'elle a une échelle nationale ou elle est vraiment juste concentrée sur la région? Alors non, donc nous on a été voir l'association ACE du Nord, donc à Lille, mais en fait c'est une association qui est implantée sur tout le territoire français. Il y a une centaine d'antennes à travers la France en fait. D'accord, donc on l'a vu, l'UNICEF c'est très connu comme association, l'ACE un petit peu moins quand même, donc est-ce que ça pèse vraiment sur les décisions liées aux droits de l'enfant? Bah alors en fait, comme vous l'avez dit, c'est pas du tout la même ampleur d'association. L'UNICEF, c'est une association internationale qui dépend de l'ONU. L'ACE, c'est quelque chose qui est national, qui a été créé en France en 1924. Donc il n'y a pas les mêmes moyens et qui n'a pas vocation non plus à agir directement sur les droits de l'enfant et à faire des démarches dans le sens de l'amélioration des droits de l'enfant. C'est plutôt une démarche d'éducation des enfants en les responsabilisant, en apportant une démarche citoyenne pour les enfants, etc. quoi. D'accord, merci Gaspard. Et on les soutient dans cette cause. On passe maintenant à un débat très polémique au sein de la population française, la fessée. Alors Laura, pour ou contre la fessée? Oh, une petite de temps en temps, ça fait pas de mal, n'est-ce pas Eleonore? Bon, regardez, un reportage réalisé par Vincent, Pierre et Louis. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fessée. Non, bande de filous, il s'agit bien d'un sujet sérieux puisque la France est un des rares pays d'Europe à ne pas l'avoir interdit. Eh oui, en mai 2015, un amendement interdisant les punitions corporelles, entendez par là les fessées ou les gifles, a été retiré d'une proposition de loi sur la famille. Le sujet fait toujours débat. En mars 2015, un sondage IFOP a révélé que 7 Français sur 10 seraient contre une telle législation. Alors aujourd'hui, on est au cœur de l'île pour vous demander votre avis. Est-ce que la fessée est un acte de maltraitance ou relève-t-elle d'une valeur éducative? On vous pose la question. Oui et non, en fait, je pense que ça dépend du contexte, mais je trouve que dans le geste, c'est intolérable. Oui, en général, oui. Après, c'est malheureusement, parfois, même pour avoir des enfants, c'est parfois, comment dire, un acte un peu de désarroi des parents qui se sentent un peu pris par la colère. Mais oui, c'est un acte de maltraitance, oui. Pour moi, non. Je pense que quand l'enfant est trop turbulent, parfois, il faut lui faire comprendre que il y a des choses à ne pas faire. Peut-être qu'il y a une façon de faire qui, du coup, l'empêchera de recommencer ses bêtises. Donc une fessée, si évidemment elle n'est pas trop forte, me choque pas, à condition que ce soit pas répétitif tous les jours. Voilà, mais de temps en temps, pas pour faire comprendre à un enfant que ce qu'il fait est pas bien. Non, moi ça me choque pas. Selon vous, faut-il une loi pour interdire la fessée? Je pense qu'il faut quand même l'interdire. Mais il faudra faire attention. Parce qu'il y aura toujours... Le souci, c'est que voilà, on aura interdit la fessée, mais ça va être quoi les conséquences derrière? Les parents, ils vont faire quoi d'autre pour punir les enfants? Je pense que ça ressort plus de l'éducation que de la loi. Et je pense qu'il y a des lois qui sont beaucoup plus importantes que la fessée. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il y a d'autres lois qui pourraient être votées pour arrêter la maltraitance autre que la fessée, ouais. Pour avoir l'avis d'une experte, nous sommes allés à la rencontre d'Evelyne Borgu, présidente de l'association Enfance Majuscule. Écoutez, moi je dirais qu'on ne s'est pas positionné en tant que... Peut-être qu'on se positionnera par la suite. On en a beaucoup entendu parler. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les personnes réellement maltraitantes avec une petite fessée, je dis même 4-5 fois par an, qui fait pas bien mal à l'enfant. Et ça, c'est important parce que il y a tellement, nous, on affronte tellement de maltraitance et de perversité que, si vous voulez, on n'a pas encore débattu absolument sur le problème qui est bénin à nos yeux. Vous l'aurez compris, la frontière entre acte éducatif et maltraitance est mince. Il est donc difficile d'avoir une opinion tranchée sur le sujet. Donc du coup, Pierre, pour l'association Enfance Majuscule, la fessée n'est pas un acte de maltraitance. Mais quelles du coup sont les causes que cette association défend? C'est les causes de l'enfant en général, ça va de la simple négligence aux violences physiques ou même morales, mais ils sont surtout spécialisés dans tout ce qui est, c'est la pédophilie. Ils se sont très impliqués dans le procès d'Outreau. Voilà. D'accord. Du coup, Pierre, pour les Lillois, ça claque ou ça craint la fessée? Les avis sont plutôt partagés. Donc d'un côté, il y a ceux pour qui la fessée c'est un acte de maltraitance et donc il faudrait limite l'interdire.
Et d'un autre côté, il y a ceux pour qui c'est plutôt un geste éducatif et que il faut s'en servir quand l'enfant dépasse les bornes, etc. Mais on va dire que de manière générale, et ce qu'il faut retenir du reportage, et même pour l'association Enfance Majuscule, il ne faudrait pas aboutir à une loi. Il n'y a pas besoin de légiférer pour l'interdire. D'accord, merci beaucoup Pierre. C'est déjà la fin de notre Master Mag. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.